Plus de la moitié des sneakerheads sont prêts à négliger le confort de leurs chaussures pour avoir une paire qui ne laisse pas de traces de plis. Et même pire, des millions de sneakerheads sont prêts à transformer leur Air Force One en une gigabrique pour ne pas la plier. 0 watt, c'est littéralement ce que font les gens qui achètent des Cris Protect et qui marchent comme des canards. Le mot que je voulais pas entendre. Les plis sur les chaussures, c'est quand même un sacré bourbier qui a retourné le cerveau de tout le sneakers game à tout jamais. Ça y est les refs, c'est fini, on est matrixé. Et pour ceux qui sont pas dans le délire et qui captent pas trop l'ampleur du truc, dites-vous, pour certains sneakerheads, voir ce genre d'image, c'est presque aussi douloureux que voir un mec se prendre un giga retourné acrobatique dans les et j'exagère même pas. Alors que tu ne saches absolument rien du tout de cette folie autour du Chris des sneakers, comme on dit dans le jargon, ou au contraire que tu fasses partie de ces gens matrixés, laissez-moi vous raconter tout ce que vous devez savoir sur la raison des plis sur vos chaussures, d'où vient ce matrixage et quand et comment toute une industrie en a profité en vous créant des chaussures assez douteuses ou des accessoires encore plus douteux. Quelles sont les solutions qui te restent si t'en as vraiment marre des plis? Mais on est surtout là pour faire capter aux plus matrixés d'entre vous que les plis sur les chaussures, c'est souvent plutôt une bonne chose. Ça tourne là? Ouais. Salut mes amours! Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de plis, et d'ailleurs en parlant de plis, on se plie en 4 pour vous sortir des vidéos masterclass chaque dimanche, alors si c'est pas déjà fait, il serait peut-être temps de s'abonner, c'est gratuit, enfin sauf si tu cliques ici, c'est payant, mais tu pourras mettre des emojis du mec à la veste à plis. Moi, vous m'avez convaincu. Bon, les plis sur nos sneakers, ça nous fait absolument tous chier, ou presque, mais c'était pas forcément le cas il y a 50 piges. À l'époque, on n'avait pas du tout de sneaker shield ou de bail du genre, mais dites-vous que ce genre de produits sont arrivés beaucoup plus tôt que vous le pensez. Alors pour capter comment on en arrivait à devenir autant matrixé par des plis sur des chaussures, on a fait nos recherches sur ce phénomène assez incongru, et il va falloir, comme d'habitude, remettre un peu de contexte historique. Historiquement parlant, ce phénomène, il a pris du temps à arriver. Déjà, parce que comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis le début, les toutes premières sneakers au début du XXe siècle, elles étaient principalement en toile. Donc pas de cuir, pas de plis sur le cuir. C'est logique. Pour avoir une sneakers entièrement en cuir, il a fallu attendre la version en cuir de la Pro Keds sortie en 1949. Avant ça, les sneakers en cuir c'était pas du tout un truc à l'époque, mais ça s'enchaînera assez vite avec une paire que vous connaissez très bien maintenant, la Adidas Samba qui arrivera un an après en 1950. Et comment on n'avance pas dans sneakers game? Carrément on recule d'année en année. La paire tendance du moment, c'est une vieille grille des années 50. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation! On verra par la suite un enchaînement de modèles entièrement en cuir comme la Onitsuka Tiger Mexico 66, la Superstar d'Adidas à la fin des années 60 ou la Cortez de Nike en 1972. Et là encore, bien que les sneakers en cuir s'étaient démocratisés, que même si c'était du cuir de meilleure qualité à l'époque, ça crisait déjà, on était pour l'instant à un moment de l'histoire où absolument personne n'en avait rien à foutre des plis sur leur paire, c'était juste des chaussures de sport. Tu chopais ta Cortez à 20 balles, tu courais ou tu marchais avec et basta. Pour que le matrixage arrive, il a fallu attendre le giga marketing de Nike au milieu des années 80, mais aussi l'intérêt spontané de la street au state qui dérivera les chaussures de basket en chaussures lifestyle, voire carrément en bien positionnel. C'est un peu comme la TN en France dans les années 2000, mais 20 ans plus tôt, et t'étais quelqu'un si t'avais la dernière Jordan ou une Air Force One toute neuve. Ces chaussures qui étaient pendant longtemps de simples paires de baskets deviendront une culture, et c'est en partie grâce ou à cause d'eux que vous êtes autant matrixé par les sneakers aujourd'hui. Ce qui débutera dans un terrain de basket, puis dans la street, s'amplifiera au fil des années dans la pop culture américaine, avec des films, des clips de rap, on pense notamment à des clips comme celui de Nelly, qui va pépon Nike pendant 3 minutes non-stop, en faisant une pub pour la Air Force One totalement bénévolement. T'aimes trop sucer, hein? Ou des scènes cultissimes comme celle de la Jordan 4 dans Do the Right Thing. D'ailleurs, au passage, j'ai découvert qu'au Québec, le film s'appelait La Pizzeria en révolte. Peut-être, je sais pas, moi, en tout cas, moi, je m'en fiche bien. C'est poussé dans la pop culture, Nike n'y est pas pour rien. C'est d'ailleurs pour ça que quand on parle de plis sur une paire, c'est constamment sur une Jordan ou une Air Force One. Ça faisait partie de leur stratégie de mettre en avant leurs produits dans des films, mais ils ont pas créé un engouement à partir de rien. Ils se sont appuyés sur un mouvement qui était déjà là, et on mettra en avant toutes ces paires comme des bels objets avec lesquels tu peux carrément flex, et comme tout bel objet, il se doit d'être impeccable. Cette folie autour des plis, elle est clairement due au changement de statut de nos sneakers, qui n'étaient plus purement utilitaires comme au tout début. Malheureusement, pour ceux qui flexent avec leur paire, ça reste malgré tout des chaussures quoi. Tu peux difficilement les garder intactes si tu marches avec. C'est pour ça que déjà à l'époque, ils devaient doubler d'ingéniosité pour éviter de se pavaner avec des sneakers dans un état déplorable. Vu qu'autant pour les fans de l'homme pâle aujourd'hui, ce genre d'Air Force One qui ont plus de force, ça passe, autant au state était un peu vu comme un schlag, et d'ailleurs, c'est toujours le cas en vrai. Les plus riches, les pimps qui brassaient un max, ils changeaient de paire tous les jours. C'est d'ailleurs ce que font plusieurs rappeurs blindés d'oseille encore aujourd'hui, comme Dr. Dre qui porte ses Air Force One littéralement une seule fois avant de les bazarder. Mais ta bite est trop chère!
Pour acheter il faut avoir du pognon. Pour les moins fortunés, il y avait des tas d'astuces. Ça mettait déjà des coups de repasseuse à leur paire pour enlever les plis, mais avant d'en arriver là, ça enfilait des bouts de carton dans la toe box pour la rendre plus rigide et moins facilement pliable. Ça mettait aussi des doubles semelles pour compresser le pied et garder la toe box ultra rigide, ou carrément ça mettait une deuxième paire de chaussettes en boule sur la toe box. Ça, c'était les ancêtres des Cris Protect. Le vrai Cris Protect qu'on connaît tous, il a fallu attendre 2006 pour le voir apparaître avec une marque du nom de Sneaker Shield, et ça deviendra assez vite un petit succès qui sera amplifié par le e-commerce et les sites chinois qui revendront des millions de ces morceaux de plastoc. Et bon, le bail me paraît importable, mais apparemment, selon les gens qui ont testé le produit, 80% d'entre eux trouvent que le bail est atroce, et il y a quand même une petite minorité qui aime bien et qui est assez matrixée pour accepter l'inconfort. L'arrivée du Cris Protect et surtout son succès, ça a quand même été une petite boule de neige qui créera une avalanche. On verra l'apparition de plusieurs marques ou objets improbables pour le soin de vos sneakers, ou du moins pour donner l'impression qu'elles ne vieillissent pas, du style des protections en plastique pour protéger tes semelles, ou carrément des bouts de tissu pour t'éviter d'enlever le logo Nike de ta semelle intérieure. Genre vraiment, ils ont pensé à protéger chaque millimètre de ta paire. Ouais, mais nous, il faut que les critères soient communs aux trois, mais on s'en bat les couilles de vos critères. Mais dans tout ça, Nike, ils en pensent quoi? Et surtout, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour nous éviter les plis? Parce que c'est quand même eux qui fabriquent les paires. Et bah, ils en sont très conscients, on l'a vu avec la Air Force One Fresh, qui devait être une version plus résistante, et apparemment, bon, c'est pas forcément la folie, on devrait peut-être tenter de faire mieux, hein. Nike n'a pas vraiment pour objectif de limiter les plis sur une paire, la motivation c'est surtout l'oseille, donc quoi que tu fasses avec ta paire de Nike, si tu la portes pendant 3 mois, elle va assez vite tirer une sale gueule, et c'est d'ailleurs souvent pire que chez Adidas ou Puma, on se demande presque s'ils font pas exprès. La raison, vous vous en doutez, c'est le choix des matériaux utilisés, et ils ont tendance à utiliser des matériaux assez bourbiers, on le voit notamment avec ce qu'ils ont appelé le Nike Fly Leather, et quand tu lis la description de Nike, ça a l'air d'être une giga dinguerie, mais quand tu comprends de quoi ils parlent, ça l'est un peu moins. C'est tout simplement les restes des découpes de cuir qui ne sont plus utilisables et qui seraient normalement jetés, qu'on va mixer dans une marmite avec un liant pour en faire un truc uniforme, on va ensuite traiter et recouvrir avec une façade en plastoc. Évidemment, pour Nike, ça fait toujours plaisir d'en parler comme du recyclage et que ça a été pensé pour réduire l'impact environnemental de la production de cuir, mais bon, c'est surtout parce que ça coûte vraiment moins cher que du vrai cuir. Et ça, on l'a vu sur notre vidéo sur le prix de vos sneakers. Sur des millions de paires, c'est des centaines de millions d'euros économisés, et en vrai, c'est aussi parfait pour des industriels, vu que tu te retrouves avec un produit homogène, là où le cuir naturel, c'est plus un truc d'artisan, il peut parfois avoir des imperfections, comme tout ce qui est dans la nature. Et ça, c'est pas ouf pour une multinationale qui veut tout standardiser. Ce fameux Fly Leather, c'est plus ou moins pareil que les bois agglomérés de tes meubles Ikea, qui sont un mix de tout ce qui ressemble à peu près à du bois collé ensemble. C'est aussi pareil que ton sauciflard que t'achètes à Auchan ou tes nuggets du McDo, qui sont des restes de viande séparés mécaniquement sur des carcasses d'animaux et recollés ensemble avec plein de produits chimiques, évidemment très bons pour ta santé, sinon ils te le vendraient pas. Mais c'est super ça! C'est un matériau bas de gamme, mais l'avantage de ce cuir enroulé dans du plastoc, c'est qu'il devient plus rigide et plus épais, et comme on l'a vu sur la comparaison des paires de Dunk, c'est assez contre-intuitif, mais plus il y a du plastoc, plus ta paire a tendance à ne pas du tout laisser trace de plis. En tout cas, ça c'est les premières semaines, voire les premiers mois si ça se passe bien, mais très vite ce plastoc finit par lâcher, et forcément, c'est là où ta paire commence à vraiment avoir une sale gueule. Heureusement, Nike a une très bonne solution pour toi si t'en as marre de tes plis, il te propose de racheter une nouvelle paire. Alors que t'en es marre de tes plis, on peut le comprendre, mais tu devrais pas parce que c'est ce qui fait que ta paire devient confortable. Elle s'adapte à ton pied et on l'a très bien vu sur le crash test des 2 Dunk. Ce qui forme tes plis qui te dérangent tant, c'est en gros des parties du cuir qui se sont assouplies et écartées en fonction de ta façon de marcher. C'est pour ça que t'as probablement déjà entendu tes darons qui avaient des vraies chaussures en cuir à l'époque parler de faire ses chaussures à son pied ou de les casser comme ils disent dans le jargon pour qu'elles deviennent plus confortables. Et oui. C'est mathématique, une paire en cuir, même si c'est du semi-cuir douteux de Nike, si tu l'as portée depuis des mois et qu'elle s'est habituée à ton pied, elle sera systématiquement plus confortable que tes nouvelles paires, et c'est pour ça qu'on a tous un beater qu'on porte H24. La paire, c'est adapté à notre pied et on veut porter plus que ça. Maintenant, on peut totalement comprendre que les plis un peu chelous des Dunk ou d'Air Force One puissent te refroidir. La solution, si tu veux rester dans le cuir, ça pourrait être d'opter pour du vrai cuir premium. T'auras évidemment toujours des plis sur ta paire en marchant avec, ça c'est inévitable, mais ça ressemblera pas à une canette froissée. Par exemple, si tu t'aimes des paires comme les représente Apex un peu usées sur Vinted, ça vieillit quand même beaucoup mieux qu'une Air Force One. On peut aussi t'aimer cette paire de Hit qu'un de nos cobayes a testé, et carrément, quand j'ai vu la gueule du bail, je l'ai pris personnellement. On est pas loin du manque de respect là. Comment ça, mon ref? C'est pas un subterfuge en mode vidéo de nettoyage sneakers où la paire a été badigeonnée vite fait dans la merde juste avant la vidéo. Non, non, la paire a été portée non-stop depuis le mois de novembre, tous les jours, apparemment sans le moindre respect. T'es mal la gueule des semelles, t'es mal le mèche intérieur, comment il s'est fait trouer. Non, 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 la paire elle a subi. Moi je dis hagra, hagra.
Enfin bref, tu vois que la paire a été saignée, elle a tout vécu, la neige, la pluie, la canicule, mais elle a jamais vu d'embauchoir de sa vie, et forcément t'as des traces de plis, mais malgré tout ça reste des rides, c'est pas des déformations cheloues qui rendent la paire immonde. Donc le cuir premium peut être une alternative, et même une très bonne alternative si t'en prends soin, contrairement à ce sauvage. D'ailleurs, le vendredi 6 octobre à 20h, tu connais hein, il y a le restock de la origami sur shop.rapiscrew.com, je te pose l'info ici, t'en fais ce que tu veux. L'autre option, si t'es vraiment très matrixé, tu peux faire comme Nike te propose, acheter des nouvelles paires tous les 2 mois, ça a l'avantage de faire tourner l'économie, je pense qu'au final ça va quand même te coûter plus cher, et tu vas te retrouver avec des paires quand même moins confortables, et des traces de plis moins visuellement agréables. Si tu compares ce swoosh qui a été prélevé sur une Air Force One, et ce morceau de cuir à peu près similaire, en s'amusant à les plier, tu vois assez vite que la réaction est pas du tout pareille entre les deux. Le vrai cuir se déforme nettement moins. Une option qui pourrait te parler aussi, c'est de porter exclusivement des paires qui n'ont pas de toe box en cuir. Ça peut être la Superstar avec son renfort en plastique, des paires en mèche du style Ultra Boost, Yeezy 350 V2, Air Max, Salomon, Asics et tous ces délires là. Il y a vraiment de quoi faire, et si t'es vraiment matrixé par les Jordan, les Dunk et les Air Force One, tu peux aller te choper les versions Flyknit ou des bails comme la Dunk Jumbo. Après, faut aimer le délire. En bref, faut accepter que tes paires crisent, on peut capter le matrixage, mais faut garder en tête que ça reste des chaussures qui sont fabriquées au fin fond du Vietnam avec des matériaux qui sont littéralement des déchets. Donc bon, je pense que même les plus vilains de vos panards méritent un peu plus de respect que des déchets reconditionnés. C'est des jours où ils font gratter les ocas. Je fais le mec mais y'a que dans mes sons que je suis local. On le fait en local, peu d'Amsterdam dans le son cal. Ça peut partir vite comme Bouffal. Je suis comme une bouffée d'air frais. Je sonne comme une bouffée d'air pêche. C'est criminel, on le fait en sauvage. La déterre dans mes yeux, tu la vois. Yeah, yeah, tu la vois. Lost dans le noir, tu suis ma voix. Je crois c'est impossible.